Bonjour, je m'appelle Julien Artezoul, je suis enseignant aux arts et métiers sur le campus d'Angers. Je vais vous présenter aujourd'hui le procédé de forgeage, particulièrement la technique de l'estampage, et nous allons voir ensemble ses différentes spécificités. Pour bien comprendre cette technique, nous allons suivre une présentation en 3 points. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à une ligne de fabrication d'une bielle, pour voir industriellement quelles sont les différentes étapes du procédé. Ensuite, nous nous poserons la question de pourquoi faire une pièce forgée plutôt qu'une pièce usinée par exemple dans la masse. Et enfin, nous verrons un petit peu les spécificités de conception au développement d'un produit forgé. Pour bien comprendre le procédé d'estampage, immergeons-nous dans une ligne de fabrication industrielle d'une bielle. Nous allons suivre l'exemple de la fabrication de cette pièce de bout en bout. Le cycle de fabrication de cette bielle va suivre plusieurs étapes. Suivons-les les unes après les autres. Première étape, découpe du lopin. À l'intérieur d'une barre, un lopin sera découpé aux dimensions souhaitées. Ce lopin, en général de forme cylindrique, sera ensuite ébauché pour préparer la mise en forme de la bielle. Ici, plusieurs opérations d'ébauche vont permettre de répartir la matière en adéquation avec la bielle que l'on souhaite estamper. Arrive l'étape d'estampage, où le lopin va donc passer à l'intérieur d'une presse pour venir subir plusieurs étapes de mise en forme. Nous avons ici une ébauche, une semi-finition et une finition pour obtenir notre brut de forge. La partie extérieure de la pièce, cette bavure, va ensuite être découpée puisque le client souhaite récupérer un brut de bielle qui va être absent de cette bavure et de cette toile au centre. Nous revenons sur ces éléments plus tard dans les éléments de conception. Enfin, la bielle va subir des opérations de finition, de grenaillage et peut-être des premières opérations d'usinage pour ensuite être envoyée au client qui passera certainement par une étape d'usinage supplémentaire pour obtenir les précisions dimensionnelles souhaitées. Rentrons au cœur de ce process. La découpe du lopin est la première opération qui va nous permettre de fabriquer cette bielle. Cette opération de découpe va s'effectuer sur des barres dans la nuance du matériau choisi. Une bielle a un cahier des charges avec des propriétés mécaniques associées et un matériau en adéquation avec ses propriétés mécaniques. Chez un forgeron, le stock de matière est une étape très importante puisqu'il va venir falloir prélever le bon matériau avec des barres de la bonne section pour fabriquer notre bielle. Cette opération de découpe va se réaliser grâce à une opération de cisaillage. Nous voyons ici sur la vidéo ce que peut être cette opération. Il y a deux éléments au centre de cette vidéo. La barre qui sort, qui est bloquée à une certaine longueur et qui vient être cisaillée, c'est-à-dire coupée par un mouvement d'un outillage par rapport à l'autre, et nous obtenons ainsi nos lopins. Il est intéressant de noter que ce procédé se fait à relativement grande cadence. Nous avons dit que le procédé de forgeage est très adapté pour faire des pièces à grande cadence. Il faut que toutes les étapes de la chaîne de fabrication suivent cette grande cadence. La deuxième étape est l'ébauche du lopin. C'est assez intéressant puisqu'elle va se faire sur un laminoir à retour que nous voyons ici à gauche de l'image. Un laminoir à retour, c'est un outillage et un procédé de fabrication qui est particulièrement adapté pour venir faire l'ébauche et donc la répartition de la matière à l'intérieur de notre lopin. Au lieu d'avoir la gravure de la forme de la pièce qu'on souhaite avoir usinée sur des matrices qui vont translater l'une par rapport à l'autre, les deux matrices ici vont tourner l'une par rapport à l'autre et le lopin va passer entre ces deux rouleaux, permettant ainsi de venir prédéformer la barre et répartir la matière en adéquation avec la forme finale de la bielle qu'on veut estamper. Comme nous l'avons dit sur le procédé de découpe, l'ébauche du lopin va aussi se faire à grande cadence. Regardons ensemble les 4 étapes d'ébauche que va subir le lopin. La pièce à droite va s'y passer à l'intérieur de chacune des 3 gravures et va ensuite ressortir pour passer à son étape d'estampage. Nous arrivons au cœur du sujet avec l'étape d'estampage. Nous avions vu juste avant que cet estampage ne se fait pas forcément en une seule opération. En effet, sur cette pièce, nous voyons que l'outillage qui a été prévu pour l'opération d'estampage se décompose en 3 étapes. Une première étape qui va être une phase d'ébauche,
où si l'on regarde le résultat, notre pièce va avoir des courbes relativement lisses et des rayons peu marqués. Une deuxième étape de semi-finition suivie d'une étape de finition vont permettre d'affiner la géométrie de la pièce et d'obtenir des rayons et des courbures beaucoup plus marquées sur la pièce. Cette étape d'estampage se fait à partir du lopin qui avait été ébauché et nous retrouvons les éléments caractéristiques dont nous parlions tout à l'heure avec une bavure autour de la bielle que l'on souhaite vendre à notre client. Cette opération se fait sur une presse. Ici, nous avons une presse mécanique et nous retrouvons au milieu de l'écran les trois parties de l'outillage avec notre ébauche, notre semi-finition et notre finition. Ces matrices, ces blocs matrices sont montés sur la partie inférieure, fixe de la presse, et sur la partie supérieure, le coulisseau de la presse. Les deux éléments vont bouger l'un par rapport à l'autre, permettant de forger notre brute de forge. Nous remarquons ici que l'opérateur donne plusieurs coups sur chacune des gravures. Nous avons 2 frappes sur l'ébauche, 2 frappes sur la semi-finition et une frappe de finition au centre de notre outillage. Cela va permettre d'obtenir les précisions dimensionnelles souhaitées. Il nous reste alors à retirer la bavure de la pièce. Effectivement, la bavure et la partie centrale que nous appelons la toile sont retirées de du brut de forge pour ne vendre au client que la bielle avec sa forme définitive. Pour ça, nous allons passer sur un outillage de presse qui va venir découper ces formes-là, retirant la bavure et la toile d'un côté et gardant les bielles de l'autre côté. Regardons à quoi ça peut ressembler. Le robot vient prélever les positions de presse et l'outillage va venir découper. Nous avons en bas les deux bielles qui sont évacuées par un outil et en haut la bavure et la toile sont évacuées en arrière. Enfin, les pièces forgées subissent souvent des finitions chez le forgeron. La pièce en acier qui a été chauffée va présenter sur sa peau une fine couche d'oxyde de calamine qui est granuleuse et qui va se séparer de la pièce lors de son utilisation. Cette couche de calamine est souvent retirée à l'aide d'un grenaillage. Le grenaillage consiste à venir projeter des billes à grande vitesse sur la pièce, permettant ainsi de casser la couche de calamine et de nettoyer l'état de surface de notre pièce. Une autre possibilité étant de faire tourner nos pièces dans un grand tonneau qui va contenir à nouveau des billes d'acier pour venir séparer cette couche de calamine. Le forgeron va aussi parfois faire des étapes de finition comme des pré-usinages, des départs d'usinage, c'est-à-dire des formes simples d'usinage pour permettre aux usineurs derrière de pouvoir démarrer de façon le plus efficace possible leur production. Maintenant que nous avons vu la ligne de fabrication d'une pièce forgée, et particulièrement sur cette bielle, la question se pose de pourquoi faire un brut forgé. Nous avons vu qu'il y a de nombreuses étapes avant d'obtenir notre brut de forge. Pourquoi faire toutes ces étapes par rapport à la solution alternative qui consisterait à prendre un bloc de matière et à usiner intégralement la forme de notre pièce? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout de suite. Les gains sont multiples. Le forgeage permet de façon assez évidente la diminution de l'engagement matière, c'est-à-dire la quantité de matériaux nécessaires pour fabriquer notre pièce va être moindre. En effet, nous n'avons pas besoin de prendre un bloc et d'enlever énormément de matière pour lui donner sa forme finale. Nous prenons directement un lopin qui contiendra la bonne quantité de matière. La corollaire étant une diminution du temps d'usinage. Si nous regardons sur cette petite pièce, les différentes façons de faire, nous aurions pu prendre un bloc massif et venir usiner, c'est-à-dire enlever de la matière, nous aurions obtenu 74% de la masse de notre bloc initial sous la forme de copeaux. Alors qu'en faisant une ébauche forgée de cette pièce-là, nous prenons un lopin qui a le volume un petit peu plus que le volume nécessaire sur notre pièce, et la quantité de matière en trop à l'issue de notre opération de forgeage se retrouve beaucoup plus faible. Le gain principal, c'est sur la quantité de matière que nous allons utiliser et le temps d'usinage que nous allons avoir besoin pour finaliser notre pièce. Enfin, du fait d'avoir un temps d'usinage réduit, cela nous permet d'augmenter les cadences. Et l'augmentation des cadences va nous permettre d'avoir des coûts de pièces qui seront plus accessibles.
Enfin, l'opération de forgeage présente un gain, et nous allons y revenir tout de suite après, qui est sur, on parle souvent de pièces qui ont des qualités métallurgiques très élevées. Les pièces forgées sont connues pour être plus résistantes. Cette réputation de qualité des pièces forgées n'est pas galvaudée. En effet, il est clair qu'une pièce forgée aura une qualité métallurgique très élevée. Une pièce forgée a subi une histoire qui l'a amené à être cette pièce forgée. On est parti d'un matériau métallique qui a été élaboré, qui a certainement été laminé, et donc nous retrouvons à l'intérieur d'un matériau métallique, il n'y a pas de fibre à l'intérieur d'un matériau métallique, nous retrouvons des grains. Ces grains, lors des opérations de déformation, vont avoir été allongés dans une direction particulière. Durant l'opération de forgeage, cette microstructure va conserver la trace de la déformation dans des directions spécifiques de sa microstructure. C'est ce que nous appelons le fibrage, à ne pas confondre avec les fibres que nous pouvons retrouver à l'intérieur des matériaux composites. Ce fibrage est souvent à l'origine de propriétés mécaniques plus élevées. On présente souvent ce fibrage comme l'élément qui va nous permettre d'avoir une très grande qualité de nos pièces forgées. En réalité, cet argument est à nuancer. Effectivement, la qualité métallurgique des pièces forgées est très élevée, mais si nous avions pris une pièce qui avait été usinée, une pièce usinée subit aussi ces opérations de laminage au préalable pour fabriquer un petit bloc de matière que nous allons ensuite usiner. Il y aura aussi eu ces étapes de déformation plastique. En fait, n'importe quelle pièce métallique qui a été usinée a souvent au préalable subi une opération de forgeage au moment de l'élaboration du matériau. Donc ça ne fait pas une si grande différence par rapport à ces composants-là. On pourra quand même noter une différence par rapport aux pièces qui ont été réalisées par des procédés de fonderie, où là le matériau est passé de l'état liquide à l'état solide, et qui n'aura donc pas obtenu, qui n'aura pas subi d'étape de déformation. Donc si nous devons retenir une chose, les pièces forgées sont d'une grande qualité métallurgique, souvent très saines métallurgiquement, et elles présentent un fibrage de leur microstructure qui va suivre le chemin de déformation, mais ce fibrage n'est pas forcément à l'origine de propriétés mécaniques très différentes de ce qu'on aurait pu avoir sur une pièce usinée. Essayons de se rendre compte des avantages et des inconvénients. Nous avons discuté de la diminution de l'engagement matière, des temps d'usinage et de la qualité métallurgique élevée. Si nous imaginons proposer une alternative avec une version usinée de cette pince est un composant qui fait aux alentours de 300 grammes. Imaginons en fabriquer 10 puissance 6 pièces. L'acier, qui constitue cette pince, coûte environ 3,5 € du kilo. Pour sa version usinée, il nous faudrait un brut, un bloc de matière qui ferait aux alentours de 2 fois le volume de la pièce, ce qui nous amènerait à un coût matière aux alentours des 2 € par pièce. Pour sa version forgée, nous pouvons économiser de la matière avec un brut qui serait plus proche du volume de la pince finale. Dès lors, notre coût matière serait de 1,3 €. Le gain de matériaux et le gain économique associé, les 80 centimes que nous gagnons sur chaque pièce fabriquée, multipliée par la taille de la série, va nous permettre d'engager des coûts supplémentaires. En effet, la version forgée va nécessiter un coût d'outillage qui est beaucoup plus important, puisqu'il va nous falloir fabriquer tous les éléments constitutifs de l'outillage de forge pour réaliser cette pièce. Cet engagement va pouvoir être permis grâce aux gains que nous allons avoir à la fois sur l'aspect matériaux, mais aussi sur le coût usinage. En effet, la version usinée nécessitera un coût d'usinage moyen, peut-être de quelques centaines ou quelques milliers d'euros par pièce, alors qu'ici, nous pourrons descendre très fortement les coûts d'usinage associés à la fabrication de chaque pièce. C'est grâce à ça que nous pourrons investir l'outillage nécessaire pour fabriquer cette pièce. On comprend bien que l'intérêt va se trouver dès lors que le nombre de pièces à fabriquer va atteindre une quantité économique pertinente. C'est ce que nous voyons dans ce graphique. Nous avons d'abord à gauche 4 hypothèses de fabrication pour une pièce. De la pièce unitaire à une série de 50 pièces, 1000 pièces ou 5000 pièces. Évidemment, si j'ai une pièce à fabriquer, je vais acheter un bloc de matière et venir usiner, enlever toute la partie en noir pour obtenir la pièce souhaitée en hachure. Le coût d'usinage va être la part prépondérante de mon coût de fabrication et le coût matière associé va être dû à la taille du lopin que j'avais dû utiliser. Si maintenant j'ai plusieurs pièces à faire, je vais pouvoir passer sur une approche en forgeage avec
pour l'instant une première version de mon brut de forge très simple. Dès lors, mon coût d'usinage a chuté, puisque on voit bien que la quantité de matière à retirer, la quantité noire, est beaucoup plus faible. Le coût d'outillage, par contre, lui, est venu augmenter fortement, puisqu'il n'existait pas précédemment. Et les coûts associés à la mise en forme de cette pièce, pour réaliser les opérations de forgeage, a augmenté. Le prix pour le matériau a légèrement diminué, au vu de la diminution de la taille de mon lopin. Au fur et à mesure des hypothèses que nous voyons ici, des travaux supplémentaires ont été effectués pour venir optimiser la quantité de matière de notre lopin forgé. Et nous voyons donc au fur et à mesure de l'augmentation de la taille de la série, les coûts associés à l'opération de forgeage et les coûts associés à l'investissement de l'outillage diminuer par effet de l'augmentation de la taille de la série. La série augmentant, le coût associé à la fabrication d'une seule pièce diminue. Si nous regardons le résultat sur les coûts de fabrication d'une pièce forgée, en moyenne, si on regarde sur un panel de produits relativement large, 50% du coût associé à la fabrication d'une pièce qui aura subi des étapes de forgeage est dû à l'aspect matériaux de cette pièce. Seulement 10% sera associé au coût des outillages dans le même ordre de grandeur que les coûts associés aux équipements qui vont aller avec. Le coût de la main-d'œuvre sera aussi dans le même ordre de grandeur. Si maintenant nous avons bien compris la vie, le cycle de fabrication d'une pièce forgée et l'intérêt qu'il peut avoir, nous allons regarder ensemble le développement d'un produit forgé. D'où je pars et comment je vais pouvoir transformer une pièce que j'ai dessinée en une pièce forgée. Pour bien comprendre le développement d'un produit forgé, il faut s'immerger dans les différents services que constitue une entreprise et les différents services ou activités qui vont suivre la phase de développement d'un produit. Ce développement, on va le voir, va faire intervenir différentes personnes. Le point d'entrée est souvent le bureau d'études. Le bureau d'études est l'entité qui va s'occuper en général de la conception d'un mécanisme. Lorsque nous avons un produit à concevoir, nous allons réfléchir comment décomposer ce produit en différentes pièces et les assembler ensemble pour répondre à un cahier des charges. La donnée d'entrée est donc un dessin de définition de chaque pièce qui va nous permettre de savoir quelle géométrie doit avoir chaque pièce. Si la situation est propice, c'est-à-dire si nous avons à fabriquer ces pièces en grande série, si nous cherchons une qualité métallurgique élevée, et nous allons pouvoir alors choisir de fabriquer cette pièce par l'obtention d'un brut de forge. Le premier travail va être fait par le bureau des méthodes. Le bureau des méthodes sont les gens qui interviennent après le bureau d'études pour définir le process de fabrication d'une pièce. Si cette pièce a été identifiée comme une pièce qui a pour ambition d'être forgée, nous allons devoir faire ce que nous appelons l'habillage de pièces. Nous allons transformer le dessin de la pièce finale voulu par le bureau d'études en la définition d'un brut de forge, c'est-à-dire ce qui va sortir de l'opération de forgeage. Nous reviendrons sur ces étapes d'habillage de pièces. La deuxième étape, une fois que nous savons la forme de la pièce que nous voulons forger, nous pouvons définir le lopin, qui est le bout de matière qui va rentrer à l'intérieur de notre process de forgeage pour devenir le brut de forge. De la même façon, si nous avons ce lopin et le brut de forge, nous pouvons travailler, toujours au niveau du secteur méthode forge, à la définition du lopin ébauché. Combien d'étapes me faut-il? Est-ce que je peux forger cette pièce en une seule fois? Faut-il que je répartisse la matière? Le travail va ensuite être donné au bureau des méthodes usinage, puisque nous souhaitons fabriquer une pièce qui doit être montée dans un mécanisme qui a été défini par le dessin de définition du bureau d'études. Nous avons fait le travail d'habillage de pièces pour obtenir un brut de forge, mais il nous faut désormais faire le travail d'usinage pour réusiner ce brut de forge et atteindre les précisions spécifiées dans le dessin de définition. C'est le bureau des méthodes d'usinage qui va se charger de cette opération-là. Le bureau des méthodes d'usinage va aussi récupérer d'autres étapes importantes de notre process, puisque c'est lui qui va venir, à partir des définitions de notre brut de forge, réaliser l'industrialisation de l'outillage qui va nous permettre de réaliser nos pièces. Maintenant que nous avons vu le principe, nous voulons rentrer dans les différentes règles de conception qu'il va falloir suivre. Pour ça, nous allons prendre l'exemple de ce moyeu. Ce moyeu va être fabriqué en grande série dans un acier du 42 CRMO4. Il sera forgé sur une presse hydraulique, appliquant un effort vertical sur son outillage. Nous avons la géométrie de la pièce que nous souhaitons fabriquer. La question que l'on se pose, c'est quelle va être la forme du brut de forge qui va me permettre de réaliser cette pièce.
Comme nous l'avions vu, le point d'entrée, c'est le dessin de définition de notre pièce. Pour ça, le bureau d'études nous a fourni un dessin de définition. Sur un dessin de définition, nous retrouvons la géométrie de notre pièce et ainsi que tous les éléments qui vont nous permettre de définir ces dimensions de façon précise. Nous savons exactement quelle dimension doit faire chaque partie de notre pièce et surtout quels sont les intervalles de tolérance qui vont y être associés. N'oublions pas qu'en mécanique, nous ne savons pas fabriquer une pièce qui aura des dimensions parfaites. Nous souhaitons fabriquer une pièce qui répond à un certain nombre de fonctions. Ces fonctions étant assurées tant que chacune des dimensions de notre pièce respecte les intervalles de tolérance associés au dessin. La première question que je vais me poser est quelles sont les surfaces fonctionnelles de cette pièce? Comprendre quelles sont les parties de la pièce qui vont nécessiter des précisions dimensionnelles que je ne suis pas capable d'avoir en forgeage. Et pour cela, je vais devoir évidemment regarder mon dessin de définition. Nous allons pouvoir décortiquer ce dessin de définition pour chercher quelles sont les surfaces utiles, importantes, fonctionnelles de notre pièce. Et particulièrement, quelles sont celles que je n'arriverai pas à faire avec une opération de forgeage. Nous avions vu dans une vidéo précédente que les précisions admissibles sur des opérations de forgeage étaient de l'ordre du millimètre. Nous allons essayer de surligner quelles sont les dimensions qui nécessitent plus de précision que ce que nous avons vu ici. Nous voyons par exemple plusieurs éléments, ici, ici, ici par exemple, qui présentent des tolérances de l'ordre du dixième de millimètre. Vous reconnaissez ces inscriptions, ce sont des spécifications géométriques respectivement de perpendicularité et de coaxialité qui vont nécessiter des tolérances plus faibles que ce que je suis capable de faire en forgeage. De même, l'information des diamètres que nous avons ici, le diamètre 40H7 est un diamètre comme le 50H7 qui vont nécessiter plus de précision que ce que je suis capable de faire en forgeage. Le 15 plus 0,2 plus 0,3 me semble aussi une cote qui est plus précise que l'ordre de grandeur du millimètre. Il sera donc nécessaire de la réaliser en usinage après mon opération de forgeage, ainsi que le positionnement des différents trous constitutifs de la couronne extérieure de ma pièce. Maintenant que nous avons trouvé ces spécifications, qu'elles soient dimensionnelles ou géométriques, qui sont associées aux tolérances qu'on souhaite obtenir, eh ben, on va pouvoir identifier que ces différentes spécifications s'appliquent sur des surfaces spécifiques. Et nous voyons par exemple que sur notre pièce, plusieurs parties de notre pièce vont nécessiter des reprises d'usinage, comme par exemple la surface que je trace ici en rouge, puisque la profondeur de cette poche et son diamètre doivent avoir une précision qui est supérieure à ce que je suis capable de faire en forgeage. De la même façon, ces surfaces qu'on va retrouver en vis-à-vis de l'autre côté, mais aussi la position de nos trous de perçage tout autour de notre pièce seront des éléments qu'il nous faudra assurer par des opérations d'usinage. S'il nous faut assurer ça par des opérations d'usinage, ça veut dire qu'il faudra prévoir de la matière en plus. Voilà le récapitulatif de nos surfaces fonctionnelles qui ont été identifiées grâce à notre dessin de définition. Ces surfaces fonctionnelles étant identifiées, il nous faut rajouter de la matière sur ces surfaces pour permettre de l'enlever par la suite. Drôle d'idée, mais les précisions que nous devons obtenir sur ces surfaces pour que la pièce et le mécanisme fonctionnent est plus importante que ce que nous sommes capables de faire en forgeage. On prévoit donc de la matière en excédent, en plus, qui sera usinée précisément par la suite pour assurer les spécifications dimensionnelles et géométriques voulues. Ces surépaisseurs d'usinage vont se retrouver sur les surfaces fonctionnelles et de savoir la valeur de surépaisseur qu'on doit y mettre est souvent basée sur l'expérience de l'entreprise ou de différents ouvrages. Par exemple, Chamoir préconise que l'on associe une valeur de surépaisseur en fonction de la dimension de la pièce que nous sommes en train de forger. Nous avons une pièce ici qui fait 100 mm de diamètre. Nous rajouterons donc des surépaisseurs de l'ordre de 2 mm sur chacune des surfaces que nous allons usiner par la suite.
Si nous avons désormais une pièce avec ses surépaisseurs d'usinage, il nous faut maintenant définir le plan de joint. Une pièce forgée va être obtenue par conformage, c'est-à-dire nous allons donner la forme négative de l'outillage à notre pièce. Pour cela, cela signifie que notre outillage est forcément constitué de plusieurs parties. Et si notre outillage est constitué de plusieurs parties, entre ces différentes parties existe une surface que nous appelons par abus de langage plan de joint qui va permettre de séparer notre outillage à l'issue de l'opération de forgeage. Ce plan de joint peut être plan comme dans cette image ici ou une surface pas forcément plan, brisée ou courbe qui va suivre la forme de la pièce. Il va falloir trouver un plan de joint, une surface de joint appropriée. Nous avons plusieurs critères à respecter. Le premier critère est de minimiser les contre-dépouilles. Nous y reviendrons juste après. Ce plan de joint sera forcément perpendiculaire à la direction d'estampage et si possible, nous le ferons passer par la plus grande surface de notre pièce. Nous verrons quel en est l'intérêt. Il faut éviter de positionner ce plan de joint au niveau des arêtes des bords de notre pièce et il doit permettre de faciliter le remplissage pour éviter les défauts qui pourraient apparaître. Le premier élément de décision sur notre plan de joint est de minimiser les contre-dépouilles. Cette notion est primordiale à la compréhension de l'opération de forgeage. Si notre outillage est constitué de deux parties, entre les deux, il existe donc une surface de joint qui va définir la limite entre l'outillage du haut et l'outillage du bas. Représentons par exemple notre plan de joint à cette position-là. Si nous souhaitons fabriquer cette pièce, l'outillage du haut, la matrice supérieure, aura donc cette forme, et la matrice inférieure aura la forme complémentaire sur le bas de notre image. Ces deux parties, ces deux matrices, venant constituer l'outillage qui me permettra de faire l'opération d'estampage. La notion de contre-dépouille vient de l'idée de regarder ce qui va se passer une fois que nous aurions forgé notre pièce. Sommes-nous capables de retirer la pièce de notre outillage? De façon assez évidente, l'outillage du haut va pouvoir sortir puisque nous avons ici des angles qui sont ouverts et qui permettent donc l'extraction de l'outillage ou l'extraction de la pièce en fonction du référentiel dans lequel on se pose. La partie du bas va présenter un problème. Vous voyez ici apparaître la notion de contre-dépouille. L'outillage du bas ne peut pas sortir de la pièce. La pièce est coincée à cause de toute la matière dans notre outillage qui est ici, qui empêcherait la pièce de sortir sans se déformer. Nous avons donc une contre-dépouille qui ne sera pas acceptée pour l'opération de forgeage puisque nous ne pourrons pas retirer la pièce. Que nous faut-il faire alors? Il faut choisir un plan de joint qui sera plus approprié. Nous voyons que nous avons sur les bords de la pièce deux zones qui sont inclinées de la même façon à l'intérieur et cela va nous donner une idée quant à l'endroit où nous voulons placer notre plan de joint. Nous aimerions avoir le plan de joint qui va venir sur la partie inférieure de la pièce et qui pourrait suivre la forme intérieure de notre pièce. Ce plan de joint paraît très intéressant. Si nous refaisons notre dessin avec les deux parties de notre outillage, nous avions donc un outillage supérieur au-dessus de notre pièce et un outillage inférieur avec la matrice qui sera sur le dessous. Nous voyons que dans cette situation, la solution de forgeage s'est grandement améliorée puisque nous avons cette fois-ci l'outillage du haut qui va pouvoir se retirer vers le haut et l'outillage du bas qui va pouvoir se retirer vers le bas. Notre pièce présente des dépouilles naturelles. Les angles que nous avons ici vont permettre de retirer la pièce de l'outillage et donc pouvoir passer à la fabrication de la pièce suivante. Ce plan de joint qui est ici, cette surface de joint qui est ici, ne présente pas de contre-dépouille. Le deuxième argument que nous souhaitions vérifier était de passer par la plus grande surface possible. Sur cette pièce-là, nous avons deux plans de joint qui pourraient s'imaginer dans cette représentation de dimensions. Nous pourrions choisir d'avoir un plan de joint qui passe par là. Cette solution pourrait fonctionner. Ou alors d'avoir un plan de joint qui passe par là. De la même façon, cette solution pourrait fonctionner. Lequel allons-nous préférer? Nous avons vu que nous aimerions choisir les plans de joint qui passent par les plus grandes surfaces de pièces. C'est la solution qui est ici, qui sera la solution à privilégier.
Mais pourquoi passer par la plus grande surface de pièce? L'élément qui se cache derrière ça est en fait la notion d'élancement de notre pièce à l'intérieur de notre outillage. Si nous considérons ce deuxième plan de joint qui était celui que nous voulions garder, nous aurons un outillage sur la partie haute qui est ici et un outillage sur la partie basse qui sera de ce côté-là. Du coup, lorsque nous allons presser la matière devra rentrer à l'intérieur de l'outillage sur une distance d'élancement qui sera plus faible que si nous avions envisagé la solution 1. Dans la solution 1, la distance que devait parcourir dans notre outillage la matière était beaucoup plus grande. Et ça, c'est moins intéressant d'un point de vue du forgeage. Donc cette notion de plus grande surface projetée dans le plan de joint, elle va nous permettre de minimiser les lancements de la pièce dans notre outillage. Enfin, nous voulions assurer qu'il n'y ait pas de défaut dans la pièce. C'est compliqué de se rendre compte. Pour ça, nous allons utiliser les logiciels de simulation. Si nous regardons ici la simulation du forgeage de cette pièce, nous voyons l'outillage sur dessous et la pièce qui est forgée par-dessus. Si nous zoomons sur la façon dont la matière se déplace lors de l'opération de forgeage, nous allons voir qu'il existe certains endroits où la matière peut risquer de se replier sur elle-même. C'est exactement ce que nous voyons dans la fin de cette vidéo. L'analyse du plan de joint par rapport aux défauts qu'il peut générer nécessite une expertise et quelques années d'expérience. L'intérêt de la simulation nous permet de montrer de façon plus évidente l'influence que cela peut avoir. Par exemple, nous voyons ici deux fronts de matière qui vont, au fur et à mesure de l'opération de forgeage, avancer l'un vers l'autre, ce qui va venir générer à cet endroit-là un repli, c'est-à-dire que ici la matière est arrivée depuis la partie droite et la partie gauche de l'écran, créant ainsi une fissure à l'intérieur de notre matériau qui va être comprimée, mais qui ne sera pas d'aussi bonne qualité que si nous avions eu un matériau sain qui s'était écoulé dans une seule direction. Si nous faisons désormais l'exercice sur notre pièce est une pièce de révolution. Du coup, assez naturellement, sur un cylindre, il n'y a que deux grandes stratégies qui s'offrent à nous. Soit nous venons poser notre plan de joint quelque part sur l'axe de notre pièce de révolution, c'est une solution, et cette solution présente l'inconvénient majeur de faire apparaître un grand nombre de zones en contre-dépouille. Rendez-vous compte, toutes les formes intérieures de notre pièce ici se retrouvent, si nous avions choisi ce plan de joint, en contre-dépouille. En effet, si nous essayons de forger cette pièce avec un outillage supérieur, un outillage inférieur, nous ne pouvons pas accéder à cette partie centrale de notre pièce. L'autre grande solution consiste à venir avoir un plan de joint qui va être perpendiculaire à l'axe de révolution de notre pièce. Ce plan de joint pourra donc être disposé dans ce sens-là à la hauteur souhaitée. Pouvons-nous choisir n'importe quelle hauteur? À nouveau, si nous choisissons la mauvaise position pour notre plan de joint, comme par exemple celui-là, nous venons faire apparaître des contre-dépouilles sur nos pièces. Ces contre-dépouilles ne permettant pas la forge de notre pièce. Nous allons donc préférer avoir recours à un plan de joint qui passera par la plus grande des sections et permettra surtout d'éviter les contre-dépouilles, un plan de joint qui se situerait quelque part par là. Nous avons une certaine latitude sur ce plan de joint puisqu'il peut être situé entre l'arête qui est là et l'arête qui est là. Nous éviterons de le positionner sur les arêtes comme il a été préconisé tout à l'heure et nous pouvons donc le conserver à cette position dessinée ici. À noter que la partie centrale de notre plan de joint n'est pas forcée d'être alignée avec les bords. En effet, nous pouvons avoir recours à un plan de joint qui aura au centre une position différente de sa position sur les bords, permettant ainsi peut-être de mieux équilibrer la répartition de la matière. C'est la solution que nous avons retenue. Nous avons essayé de mettre le plan de joint le plus au milieu possible de la pièce pour avoir un élancement de notre pièce qui sera le plus faible possible dans chaque partie de notre outillage, tout en respectant le fait de ne pas avoir de contre-dépouille et de ne pas se mettre sur une arête de pièce. Sur la partie centrale, nous avons donc pu rehausser un peu notre plan de joint pour le centrer un petit peu mieux. C'est basé sur ce plan de joint que nous allons maintenant dessiner, adapter, habiller notre pièce pour la transformer en un brut de forge. Maintenant que le plan de joint est défini, il va nous falloir gérer toutes les formes intérieures. Les formes intérieures sont des zones qui ne sont pas forcément
en contre-dépouille, nous allons traiter des formes intérieures qui sont parallèles à la direction d'ouverture. Alors, caché derrière ce terme, l'idée est de bien se rendre compte que notre outillage va venir s'ouvrir et se fermer dans la direction verticale sur ce schéma. Dès lors, les formes centrales et mes passages de vis ne sont pas en contre-dépouille, mais il va quand même falloir que je travaille sur leur forme. Toutes les formes qui ne seront pas parallèles à la direction d'ouverture devront de toute façon être rebouchées puisque ce sera ce qu'on appelle des contre-dépouilles. Ces formes parallèles à la direction d'ouverture, deux stratégies s'offrent à moi. Je ne peux pas les laisser telles quelles. En forgeage, il faut soit que je les rebouche, soit que je vienne y intercaler une toile. Alors regardons à quoi ressemble une toile. Une toile, c'est cet élément de matière qu'on est venu rajouter ici au centre de nos bielles. Vous vous rappelez que la bielle finale, elle a au centre normalement un trou. Et on ne peut pas laisser un trou en forgeage. Nous ne pouvons pas forger des trous. Le principe du forgeage, c'est de laisser la matière prendre tout l'espace qui est à disposition. Pour réussir à faire ça, il faut que la matière puisse se déplacer à l'intérieur de l'outillage. Si je prévois des trous, le problème majeur est que la matière ne pourra plus passer à l'intérieur de mon outillage. Il faut donc systématiquement remettre une légère quantité de matière, une faible épaisseur de matériaux que l'on appelle une toile aux endroits où je souhaite ébaucher au maximum mon trou. A l'inverse, les endroits où les trous sont de trop petites dimensions, je pourrais avoir recours à un rebouchage et ces trous seront donc usinés par la suite. Qu'est-ce qui me fait choisir si je veux insérer une toile sur ma pièce ou reboucher les trous? C'est en fait le paramètre d'élancement de ce trou. Plus le trou va être élancé, c'est-à-dire avoir un rapport H sur D qui va être élevé, plus ça va devenir un élément qui est fin et long. Et ça, dans l'outillage, ça va être un problème, puisque si on imagine l'outillage inférieur qui permettrait de faire le trou de passage de vis, si j'avais à fabriquer un poinçon qui était fin et long, qui viendrait forger cette partie de ma pièce, eh ben on comprend bien que cette partie-là de l'outillage, ce serait une partie qui serait très fragile. Et si cette partie elle est très fragile, ben le risque c'est que au fur et à mesure de mes opérations de forgeage, je risque d'endommager et de casser ces choses-là. En général, au-delà d'un rapport H sur D supérieur à 2, on rebouche les trous. Si maintenant, comme sur cette partie centrale, on a un rapport hauteur sur diamètre qui est plus faible, on va pouvoir venir avoir recours à une toile, c'est-à-dire venir rajouter une faible quantité de matière au niveau du plan de joint, qui bouchera le trou à nouveau, mais on ne rebouche pas totalement le trou, on vient juste rajouter cette toile à l'endroit souhaité. La solution que nous avons retenue est donc en utilisant ces deux techniques. Sur la partie centrale, nous avons gardé une toile qui est donc une faible épaisseur de matériaux qui va permettre d'assurer l'opération de forgeage. Par contre, pour les trous qui vont être les trous de passage de vis, nous avons pris la décision de reboucher ces trous de passage de vis. Pourquoi? Tout simplement parce que ces trous de passage de vis, nous avions vu que nous avions mis des surépaisseurs d'usinage dessus. Ça veut dire que nous devions les usiner. Et usiner un trou de passage de vis, c'est pas très compliqué. On ne gagnait pas de temps d'usinage à venir ébaucher cette forme-là avec notre opération de forgeage. Alors que pour l'opération de forgeage, c'était risqué parce que l'élancement, la longueur de mon trou par rapport à son diamètre, était relativement élevé. Nous avons donc décidé de reboucher ces trous de passage de vis tout en gardant une toile sur la partie centrale de notre pièce. Une fois que nous avons fait toutes ces étapes, nous connaissons la position du plan de joint et nous avons géré les formes intérieures. Il nous reste quelques éléments qu'il va falloir adapter sur le tracé de notre pièce. Un des éléments à prendre en compte est la notion de dépouille. Nous en avions parlé au moment du plan de joint en disant qu'il ne fallait pas de contre-dépouille. Et on va même aller au-delà de cette notion en identifiant que toutes les surfaces strictement parallèles à la direction d'ouverture doivent être dépouillées. Dépouillées, ça veut dire elles doivent s'ouvrir pour faciliter l'évacuation de notre pièce, de notre outillage. Si nous imaginons forger un petit cylindre qui aurait un axe vertical et que nous posions le plan de joint de cylindre sur une de ses faces, les parois cylindriques sur les bords de notre cylindre sont donc alignées avec la direction d'ouverture et de fermeture de notre outillage. Pour permettre son éjection plus facile, il va falloir dépouiller ces parois et donc venir créer un angle ouvert pour l'éjection de notre pièce.
Ces dépouilles ne sont pas aussi importantes que ce que j'ai représenté sur mon schéma, mais vont quand même être systématiques pour permettre l'éjection de la pièce de notre outillage. Si nous l'appliquons à notre pièce, nous voyons que un certain nombre de formes anguleuses ont été rajoutées, de l'ordre de 3 degrés sur toutes les formes extérieures et 6 degrés sur les formes intérieures de notre pièce. En effet, les formes intérieures d'une pièce forgée nécessitent plus de dépouilles. N'oublions pas que si nous sommes sur une opération d'estampage à plusieurs centaines, voire un millier de degrés sur de l'acier, en refroidissant, la pièce va subir de la contraction. Et si la pièce se contracte, le risque étant qu'elle vienne se coincer sur l'outillage qui permet de forger la forme intérieure de notre pièce. On notera aussi que parfois nous avons recours à des dépouilles qui sont plus importantes puisque au niveau du plan de joint, ce que nous voulons, c'est que la dépouille de 3 degrés de la partie inférieure de notre pièce rejoigne la partie dépouillée de la partie supérieure de notre pièce. Nous pouvons donc ajuster nos angles de dépouille du moment qu'ils sont supérieurs aux valeurs limites de quelques degrés qui sont préconisées par les bonnes pratiques des entreprises ou dans des ouvrages. Après avoir mis en place nos dépouilles, il nous faut encore gérer les arêtes, et particulièrement les angles vifs. En effet, en forgeage, nous ne pouvons pas forger un angle vif. Réussir à forcer la matière à rentrer à l'intérieur d'un angle vif nécessiterait un effort infini. Et du coup, en fonction de la machine sur laquelle nous allons forger, la matière avancerait jusqu'à une certaine position. Nous ne pouvons pas imaginer que la géométrie finale de la pièce dépende de la machine sur laquelle nous allons la forger. Dès lors, les forgerons, pour assurer la qualité et la répétabilité de leur fabrication, vont venir réaliser des congés d'arêtes, c'est-à-dire venir rajouter des rayons au niveau de chacune des arêtes, pour permettre d'être sûr que, à l'issue de l'opération de forgeage, la pièce aura bien rempli tout l'espace de l'empreinte qui est prévu à cet effet. Nous n'aurons jamais d'angle vif sur une pièce forgée. Et on le voit sur l'exemple que l'on traite, puisque nous voyons qu'on est venu rajouter des rayons de l'ordre de grandeur du millimètre sur un certain nombre d'arêtes extérieures de notre pièce. Et parfois, nous avons recours à des rayons plus importants à certains endroits, puisque les rayons sont aussi l'endroit où la matière va frotter lorsqu'elle va venir remplir notre outillage. Et on va voir que ça va être intéressant de guider cet écoulement pour améliorer la pièce et éviter l'apparition de défauts. Un des derniers éléments à prendre en compte pour le développement de notre pièce forgée est la bavure. Alors, nous l'avons vu rapidement sur les différentes images industrielles que nous avions vues avant. Une pièce forgée présente toujours sur son extérieur une bavure qui est un excédent de matière, c'est de la matière en plus, qui est le témoin du bon remplissage de l'empreinte de ma pièce estampée. La bavure est quelque chose de systématique. Nous ne pouvons pas faire autrement dans les procédés d'estampage et on va la dimensionner par rapport aux dimensions de la pièce, par rapport à la sévérité de l'opération de forgeage et des matériaux que je suis en train de forger. Les règles de dimensionnement sont à nouveau issues des bonnes pratiques des entreprises, de l'expérience ou alors grâce à des ouvrages techniques. Et l'idée est donc de venir former au niveau de notre plan de joint, et uniquement au niveau de notre plan de joint, un fin cordon de bavure qui va être en plus de la pièce qu'on souhaite forger. Ce cordon de bavure, nous réglerons l'épaisseur que nous souhaitons lui donner ainsi que sa longueur, et elle nous permettra de vérifier si notre pièce est correctement remplie. Voyez que dans l'outillage, une deuxième partie importante va apparaître, qui est le logement de bavure, c'est-à-dire qu'au-delà de ce cordon de bavure, il existe dans tous les outillages en général des emplacements où s'il y avait un excédent de matière, si la matière s'était par exemple pas répartie correctement à l'intérieur de l'empreinte, qui pourrait accueillir cet excédent de matière. La bavure est souvent un indicateur que la pièce a été forgée. Lorsqu'on regarde une pièce, on voit souvent sur les pièces forgées la trace de la position qu'avait la bavure sur le brut de forge. Récapitulons un petit peu les différentes étapes que nous avons dû mener. La première étape a été la caractérisation des surfaces fonctionnelles, de bien identifier où est-ce que nous avions besoin de prévoir du coup des surépaisseurs d'usinage. Très important puisque l'opération de forgeage n'aura pas forcément les précisions
requises par le dessin de définition de notre pièce. Une fois qu'on a mis en place les surépaisseurs d'usinage, on s'est posé la question sur le plan de joint, où est-ce que je vais le positionner, et sur qu'est-ce que je vais faire des formes intérieures qui découlent de ce plan de joint. Est-ce que je les rebouche totalement, ou est-ce que j'y rajoute uniquement une toile? Grâce à ça, je vais pouvoir finaliser mon brut de forge en rajoutant des dépouilles par rapport à la direction d'ouverture de mes outillages, qui elle-même est conditionnée par la forme de mon plan de joint, et rajouter aussi des rayons d'arête sur toutes les arêtes vives de ma pièce. Enfin, j'ai dimensionné une bavure, élément indispensable à la réussite de l'opération d'estampage. Il me reste désormais deux étapes qui vont être la définition de mes outillages, mais le travail de définition du brut de forge. Le brut de forge, c'est la pièce qui va sortir de l'opération d'estampage. Étant réalisé, les outillages vont être le négatif de ce brut de forge. Enfin, je pourrais travailler sur la forme du lopin que j'aurai à insérer dans ces outillages. On a donc totalement défini notre brut de forge. Cette forme-là, c'est la forme de la pièce qui sortira de ma presse une fois forgée. Pour pouvoir forger cette pièce, il me faut fabriquer les outillages. Les outillages seront le négatif de cette pièce. Dès lors, en conception assistée par ordinateur, avec un logiciel classique comme SolidWorks, CATIA, 3D Experience, Inventor ou n'importe quel autre, je vais pouvoir créer le négatif de cette pièce pour définir la géométrie de mes outillages. Le résultat est donc constitué de plusieurs éléments, que sont la matrice supérieure de mon outillage, la matrice inférieure de mon outillage, et je peux même commencer à y dessiner et y ajouter, par exemple, des éléments comme des éjecteurs. Ces différents composants, s'ils sont fabriqués et usinés, vont pouvoir être montés sur une presse pour venir réaliser ce brut de forge. Si mon outillage a été fabriqué, il reste encore à définir le lopin. Le lopin étant le bloc de matière qui rentrera dans mon outillage. Nous sommes partis du dessin de définition que nous avait fourni le bureau d'études et nous l'avons transformé en un brut de forge qu'a défini le bureau des méthodes. Le bureau des méthodes doit encore trouver quel est le lopin qui va permettre de, lorsqu'il subit son opération de forgeage, donner le brut de forge. Pour ça, un premier principe assez évident va s'appliquer. Tout d'abord, on imagine que le lopin doit avoir le même volume que la pièce que l'on souhaite fabriquer. On souhaite fabriquer le brut de forge, le lopin sera donc égal au volume de brut de forge plus un volume de perte au feu. Nous y reviendrons juste après. Le volume de brut de forge, lui, a été quand même arrivé grâce à la transformation du dessin bureau d'études par l'adaptation du tracé de pièce. Et dans ce travail, nous avons donc le volume initial de la pièce qui était bien connu au moment où nous avons reçu le dessin de définition, et le volume d'adaptation du tracé de forge. Si nous regardons un petit peu les ordres de grandeur pour se rendre compte de quel volume nous allons avoir besoin, le brut de forge de cette pièce que nous avons, sur lequel nous avons travaillé a finalement obtenu ce volume-là. Si nous regardions au moment du dessin de définition du bureau d'études, le volume de la pièce à ce moment-là était de 2,28 10 puissance moins 4 mètres cubes. Ce qui signifie que notre adaptation de tracé de pièce, le fait de rajouter des dépouilles, de reboucher certains trous, de rajouter une toile, et ben finalement tout ça, ça nous fait rajouter 0,47 10-4 mètres cubes de matière dans notre conception, ce qui correspond à 10 à 20% du volume initial de notre pièce. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que mon lopin, pour réussir à forger ma pièce, en gros, il faudra que j'utilise une quantité de matière qui est 10 à 20% plus grande que la quantité de matière de ma pièce finale, ce qui est relativement proche et ce qui va permettre d'économiser de la matière. Si j'avais eu à fabriquer cette pièce-là en usinage, il m'aurait fallu prendre un bloc de matière qui aurait dû avoir un volume qui était beaucoup plus grand que la pièce que je souhaite fabriquer. Alors, on vient de dire que le volume du lopin devait être égal au brut de forge plus le volume de perte au feu. Les pertes au feu correspondent, lorsqu'on travaille sur l'acier, à la formation de la calamine. La calamine, c'est un oxyde, une petite peau qui se forme sur l'extérieur de la pièce du fait qu'on la chauffe. On en retrouve ici les traces sur ces images, qui sont en fait restées accrochées à la pièce lors de l'opération de forgeage. Et cette calamine, elle va souvent se casser, se séparer de la pièce, soit pendant l'opération de forgeage, soit plus tard pendant son refroidissement. Il faut donc prévoir un petit surplus de matière qui va permettre
de compenser cette oxydation. Si nous avons désormais le volume de notre lopin, une question se pose encore quant à sa forme et à ses dimensions. Nous savons que nous voulons respecter un lopin qui a 10 à 20% de plus que le volume initial de la pièce que nous voulions fabriquer, que nous prendrons en compte les pertes au feu en y ajoutant 2 à 3% du volume, mais quelle dimension dois-je donner à ce lopin? Doit-il avoir un petit diamètre, une grande longueur, ou un grand diamètre et une petite longueur? Pour connaître ces dimensions, plusieurs critères vont devoir être pris en compte. Le premier élément est la répartition de la matière. Souvenez-vous, lorsque nous avions regardé la bielle qui était forgée, nous avions vu qu'elle subissait des opérations d'ébauche et que le lopin avait été ébauché pour lui donner sa forme finale. Nous avions en quelque sorte réparti la matière de façon cohérente par rapport à la bielle. Nous avions besoin de beaucoup de matière au niveau des têtes de bielle et nous avions donc un diamètre lopin qui était plus grand à cet endroit-là et moins de matière sur les parties centrales, ce que nous retrouvons sur notre pièce. Quand nous travaillons sur une pièce qui est forgée à plat, dans ce sens-là, et du coup qui est relativement élancée, nous avons en général la longueur de notre lopin qui est du même ordre de grandeur que la longueur de notre pièce finale. En tout cas, le lopin ne peut pas être plus grand que la pièce finale. Si maintenant nous forgeons dans l'autre sens et que nous avons en face de nous une opération de forgeage dit debout, c'est-à-dire le lopin est posé verticalement sur nos matrices. À ce moment-là, c'est d'autres critères que nous allons regarder principalement autour du risque de flambement. Nous voulons éviter au maximum les lopins qui auront des petits diamètres et des très grandes hauteurs qui amèneraient le risque de flambement pendant l'opération de forgeage. Une fois que tous les éléments ont été dimensionnés, nous allons donc pouvoir valider notre conception. Pour ça, nous utilisons des logiciels de simulation. Transvalor Forge est un logiciel qui est dédié à la simulation d'opérations de forgeage. Lorsque nous regardons une simulation, nous pouvons observer différents champs. Nous voyons ici le champ de température sur la pièce avec l'outillage sur la partie gauche et sans l'outillage sur la partie droite. Ces informations vont nous permettre de comprendre comment se déroule l'opération. Où est-ce que la pièce refroidit, à quelle température elle refroidit. L'analyse fine des résultats, est-ce que la température reste suffisamment élevée, est-ce que à certains endroits deviennent trop faibles, sont des analyses qu'on pourra mener une fois qu'on aura un peu plus d'expérience sur la compréhension du phénomène. La température n'est évidemment pas la seule chose que nous pouvons regarder. Un des éléments qui nous intéresse souvent est la compréhension de comment s'est déformée la pièce. Et pour ça, le champ de déformation nous donne l'image de l'endroit et de la quantité de déformation qu'a subi la pièce. Ces valeurs de déformation sont particulièrement intéressantes puisqu'elles nous renseignent sur le trajet de déformation qu'a subi la pièce. Particulièrement, comprendre où est-ce que la pièce a été très déformée, potentiellement peut nous donner des pistes sur la tenue en fatigue de cette pièce à l'avenir, puisque les zones qui ont été déformées ont déjà subi une histoire mécanique plus importante que les zones qui n'auront pas été déformées. Afin d'illustrer encore l'intérêt de la simulation, il est possible d'étudier l'apparition de certains types de défauts. Nous avons parlé tout à l'heure des défauts de repli. Les défauts de repli sont des endroits où la matière se repliant sur elle-même vient emprisonner une fissure en quelque sorte à l'intérieur de notre pièce. Si nous regardons sur cette simulation de forgeage le champ de repli, nous voyons que la pièce reste bleue pendant longtemps et à la fin de la simulation, nous voyons apparaître sur la partie basse de la pièce, sur la partie qui se trouve en contact avec l'outillage du bas, une petite auréole de couleur nous donnant l'information qu'un repli a peut-être eu lieu à cet endroit. Il nous faut analyser désormais plus lentement ce qui s'est passé. Cette zone colorée en bas de notre pièce est un très bon indice et pour l'analyser, nous allons suivre aux dernières étapes le chemin qu'a suivi notre matériau. Nous voyons que en arrivant au bout de notre outillage, le matériau a une forme avec différentes parties qui sont légèrement ondulées. Et le matériau est en train d'être poussé vers le bout de l'outillage. Nous voyons que à l'endroit qui se colore, nous avons en fait le matériau qui s'est replié sur lui-même. Et ce petit élément va donc être l'indice que nous pouvons avoir un défaut à cet endroit-là. Défaut de type repli où la matière s'est renfermée avec elle-même, pouvant créer à terme une fissure. Nous verrons si ce défaut est acceptable ou non en fonction de sa sévérité et de sa position par rapport aux fonctions que doit assurer la pièce et au cahier des charges qui nous est imposé en termes de tenue mécanique. Voilà qui conclut notre présentation. Pour faire le bilan, nous avons vu un exemple de la fabrication d'une bielle et de sa ligne de production. Nous avons débattu ensemble de l'intérêt de faire un brut forgé par rapport à une solution qui pourrait être usinée dans la masse.
Et enfin, nous avons vu les principales règles de conception que nous devons appliquer sur la définition d'un brut de forge. Évidemment, tous ces éléments sont légèrement survolés pour permettre de se donner une vision globale de ce que pourrait être ce processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous vous souhaitons une bonne fin de journée.